Bonjour à toutes et à tous. Le free cash flow ou flux de trésorerie disponible en français est un indicateur très pertinent pour mesurer la réelle profitabilité ou performance d'une entreprise. Il serait donc, à mon avis, impertinent de se focaliser exclusivement sur le résultat issu de la comptabilité et issu du compte de résultat comptable, pour penser réellement qu'une entreprise est profitable. Alors, quelques explications sont avant tout nécessaires. En effet, lorsque vous prenez un compte de résultat comptable, ce dernier est alimenté par des normes comptables strictes. Je vous donne des exemples. Lorsque vous générez du chiffre d'affaires, ce dernier sera directement enregistré dans le compte de résultat, même si vous accordez un délai de paiement de 30 ou 60 jours. Nous ne tenons donc pas compte des décalages de paiement et d'encaissement. Il en est de même, bien sûr, pour vos achats. Ces derniers feront partie du compte de résultat, même si vos fournisseurs vous accordent des facilités de paiement. Un autre exemple, lors d'un investissement sur, par exemple, une machine-outil, les normes comptables et fiscales vous obligeront à lisser une charge de cet investissement sur une durée de quelques années. C'est ce que nous appelons un amortissement comptable. Et ici, si on réfléchit un petit peu, le résultat issu du compte de résultat comptable, qui peut être une perte ou un bénéfice, est en réalité un résultat typiquement comptable. De ce fait, il s'éloigne de la notion de cash. Cash, argent sonnant et trébuchant. C'est à cet effet que la finance fait totalement abstraction de certains éléments issus des normes comptables et se focalise exclusivement en termes de cash. Afin de comprendre au mieux le free cash flow, il est impératif de comprendre deux autres indicateurs aussi importants qui sont l'excédent brut d'exploitation, l'EBE, ou EBITDA en anglais, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization en anglais, ainsi que le besoin en fonds de roulement, l'acronyme étant le BFR, et plus particulièrement la variation du besoin en fonds de roulement d'une année à une autre. Je vous propose pour ces deux indicateurs deux liens dans la description de cette vidéo afin de vous imprégner au préalable des connaissances nécessaires pour comprendre le free cash flow. Comme je vous l'expliquais au début de cette vidéo, le free cash flow ou trésorerie disponible est un indicateur plus performant pour mesurer la performance financière. Alors, sa formule, comme nous pouvons le voir à l'écran, est en fait d'abord comme point de départ l'EBE ou l'excédent brut d'exploitation. À cela, vous retranchez la variation du besoin en fonds de roulement d'une année à une autre. Par la suite, vous êtes susceptible de financer des investissements, des immobilisations, donc vous allez devoir les défalquer de votre EBE. Si vous vendez, vous cédez des immobilisations, là ça va augmenter votre free cash flow. Donc il va falloir en tenir compte. Et nous allons aussi calculer un impôt société, mais sur l'exploitation. C'est-à-dire, je prendrai 28% de l'EBE. Donc je vais devoir le défalquer. À partir de là, nous aurons notre free cash flow, ou trésorerie disponible. En ce qui concerne l'EBE et le BFR, je vous rappelle que je vous laisserai dans la description de cette vidéo des liens afin de vous imprégner au mieux de ces deux indicateurs très importants et les comprendre. Mais je vais quand même vous faire un tout petit rappel de l'EBE et du BFR. Alors l'EBE est en fait tiré du compte de résultat comptable. Ceci dit, nous allons devoir faire des retraitements. Alors, nous allons d'une part tenir compte que des éléments de l'exploitation, c'est-à-dire de l'activité en lui-même, mais nous allons devoir faire abstraction des éléments dits calculés, contrairement aux éléments encaissables et décaissables. Alors les éléments calculés, c'est des éléments qui n'influent pas et qui n'influeront jamais la trésorerie. Par exemple, les dotations aux amortissements, les dotations aux provisions, les reprises sur provisions. Voilà, ces éléments, ce n'est que un jeu d'écriture comptable issu plus ou moins de normes comptables et de la fiscalité, mais ils n'influeront jamais la trésorerie. Alors le besoin en fonds de roulement, c'est quoi
hein, juste petit rappel, c'est en fait le décalage du fait que les clients vous payent avec des délais d'encaissement de 30 ou 60 jours par exemple, et le décalage des délais que vous mettez à payer vos fournisseurs. Voilà, la différence, si bien sûr j'ai plus d'argent dehors que le crédit que m'accordent mes fournisseurs, ben, c'est ce que nous appelons un besoin en fonds de roulement. Alors bien sûr c'est très sommaire, hein. Il faut aussi tenir compte des stocks, etc. qui c'est de l'argent mobilisé quelque part, parce que vous n'avez pas encore fait de chiffre d'affaires, donc il n'y a pas encore d'entrée d'argent. Voilà, donc juste pour rappel, un petit conseil, si vous avez un doute sur ces deux termes, allez voir les vidéos que je vous mets dans la description, il y aura beaucoup plus de détails. Je vais tout de même vous imager une variation du besoin en fonds de roulement, hein, parce que c'est quand même extrêmement important de comprendre. Alors, le besoin en fonds de roulement, par exemple, si en 2019, je fais un chiffre d'affaires 2000, et par hypothèse, mon besoin en fonds de roulement est de 500. C'est-à-dire que j'ai 500 d'argent qui est dehors, par différence entre le poste client et stock, par exemple, déduction faite du poste fournisseur. Ben, si l'année d'après je fais le double en chiffre d'affaires 2000, vous pouvez être sûr que le besoin en fonds de roulement, si bien sûr les clients vous payent toujours à 30 jours, vous payez par exemple toujours à 30 jours vos fournisseurs, et le ratio stock est toujours le même, par exemple à 30 jours, il tourne à 30 jours, eh bien le besoin en fonds de roulement par rapport à l'année d'avant, va nécessairement doubler. C'est-à-dire que votre besoin de financer votre exploitation va doubler. Donc, on peut dire que le besoin en fonds de roulement, dans ce cas de figure, est proportionnel à l'évolution du chiffre d'affaires, contrairement à ce que certaines personnes pensent lorsque ces personnes ont des problèmes de trésorerie. J'entends dire que il suffit de doubler mon chiffre d'affaires pour résoudre mon problème. Non. Au contraire, vous l'aggravez votre problème. Alors je vous propose un petit exemple, hein. Imaginons que j'ai un EBE, c'est-à-dire une trésorerie potentielle générée uniquement par l'exploitation de 100 000. J'ai un besoin en fonds de roulement 2019 de 20 000, un besoin en fonds de roulement en 2020 de 35 000, donc il y a eu une légère dégradation, ce qui est peut-être normal, hein, parce qu'il y a peut-être eu une évolution du chiffre d'affaires, une dégradation donc de 15 000. Donc déjà, ma variation du besoin en fonds de roulement, je sais qu'elle est globalement financée par mon excédent brut d'exploitation. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup plus que ces fameux 15 000. Je suis à 100 000. Donc il me reste un reliquat. Donc imaginons aussi que je dois aussi tenir compte d'un impôt société d'exploitation. Hein, le taux d'impôt au taux de droit commun est de 28%. Je vais le calculer sur mon EBE. Donc je vais devoir financer aussi un impôt société. Imaginons aussi que je suis amené à investir dans du matériel industriel que je vais comptabiliser en immobilisation à hauteur de 35 000 et par chance j'ai aussi vendu des immobilisations et j'en ai retiré 10 000. Donc par différence je vais avoir un free cash flow de 32 000. Ce que je peux dire par rapport à cet exemple, c'est que mon EBE a permis d'une part de financer la dégradation de mon besoin en fonds de roulement, à financer aussi mon impôt société, à financer aussi mes investissements futurs. Dans ce cas de figure, avec un free cash flow de 32 000 euros, ma trésorerie n'a pas été dégradée. Alors bien sûr, si les actionnaires décident bien sûr de se payer en dividendes, nous pourrons plus ou moins financer ces dividendes par ce surplus monétaire généré par le free cash flow. Nous pourrions aussi rembourser des emprunts, la partie capitale, et même financer la rémunération des banquiers, c'est-à-dire les intérêts financiers. Alors je vous rappelle que je démarre de l'EBE. L'EBE ne tient pas compte des charges financières et des charges dites exceptionnelles. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.